Alors, comme mon oncle venait déjeuner chez nous quelquefois, moi j'écoutais les conversations avec mon père, et évidemment, un mutisme le plus complet, mais j'écoutais tout ce qu'il disait à son beau-frère, parce que mon oncle était marié avec la sœur de mon père. Et j'écoutais tout, j'écoutais tout ça. Et voyez, durant mon adolescence, j'avais 13 14 ans, j'avais un camarade qui était venu à l'école à Saint-Brice. Ses parents habitaient Paris et les grands-parents habitaient Saint-Brice. Et en 43-44, ça commençait à chauffer à Paris. Les parents envoient le petit-fils chez ses grands-parents à Saint-Brice. Et il s'appelait Haïs, il avait 2 ans plus que moi. Et ce pauvre garçon, ses parents, le croyant en sécurité chez les grands-parents, étaient rassurés, vous voyez. Et le pauvre garçon, à l'âge de 16 ans, s'engage dans le maquis. Un maquis près de Châteauneuf, là. Et le pauvre, il a été tué dans une escarmouche, vous voyez, à l'âge de 16 ans. Il se fait tuer comme ça. Et moi, je l'avais très bien connu. Il venait à l'école à Saint-Brice. À 16 ans, hein, il s'est engagé comme ça dans le maquis, dans un maquis qui était près de Châteauneuf, là. Il a été tué parce que le maquis de Boudeville était un petit maquis dans un bois, dans un grand bois. Les Allemands savaient qu'il existait. Et puis un jour, il y avait 2 Allemands qui se promenaient dans les rues ça s'appelait Boudeville. Dans les rues de Boudeville, il y a deux Allemands qui se promenaient. La résistance passe. Vous savez que les voitures tuent les 2 Allemands. Tuent les 2 Allemands dans la rue. Alors les Allemands ont réagi. Ils sont venus avec automitrailleuses, canons et tout. Ils ont cerné le maquis et ils ont tué 6 maquisards. Mais à ce moment-là, ils avaient ils avaient un armement beaucoup plus lourd que les maquisards, qu'avec des armes légères. Les armes légères, ça allait des fusils mitrailleurs et mitrailleuses. Ils n'avaient pas de canon. Les maquisards n'avaient pas de canon. Alors ils ont tué 5 ou 6 maquisards, dont ce jeune de Saint-Brice que je connaissais bien. Il s'appelait Pierre Haïs. Il a eu ça ne l'a pas fait revenir, le pauvre vieux, médaille militaire, croix de guerre. Et il est enterré à Saint-Brice, il avait 16 ans. Et j'avais été à l'école avec lui. Voilà. Alors ça fait partie de l'enfance, hein, j'avais 14 ans, lui avait 16 ans. Vous savez, il fallait en vouloir hein, pour être résistant. Vous savez, à l'âge de 20 ans, j'avais un cousin qui était viticulteur, et il était né en 1922, alors en 1942, il avait 2 options en 1942. Vous aviez 2 options. Soit gagner le maquis et vous cacher, soit être troqué en Allemagne, ce qu'on appelait STO, service travail obligatoire. Ça avait été instauré par Laval, le ministre de Pétain. Et alors, Laval disait que pour 3 jeunes STO, service travail, qui vont travailler en Allemagne, pour 3 jeunes qui vont travailler en Allemagne, un prisonnier français de l'armée sera libéré. Alors, mon cousin ne s'est pas engagé dans la résistance, et écoutant les propos de Laval et y croyant, il a été STO, vous voyez, il a été STO, service travail, et il est parti en Poméranie, en Prusse orientale, au-dessus de la Pologne, à Stettin, là. Il a été STO, vous voyez. Il est revenu, il a été libéré par les Russes, et alors, je vous donne un détail, mon cousin, qui avait à ce moment-là 20 ans, 21 ans, le camp de Stettin a été libéré par les Russes. Et alors les Russes avaient continué à avancer et avaient des troupes et ils avaient
ils avaient des loulous qui étaient à l'avant, c'était des Mongols, c'était pas des gars qui rigolaient, et ils faisaient pas beaucoup de détails. Hein. Et quand ils ont été libérés par les Russes, le soldat russe voit la montre de mon cousin à son bracelet. Et il veut lui prendre la montre. Alors mon cousin a un mouvement de recul, et au mouvement de recul, le Mongol, le soldat russe, lui met la mitraillette sur la poitrine. Ah, mon cousin n'a pas insisté, il lui a donné la montre. Il y avait des troupes de choc, vous voyez, c'était des Mongols. Nous, pendant la guerre, on avait des troupes de choc aussi. Il y avait des tirailleurs sénégalais, algériens, des gens qui ne faisaient pas trop de détails. Hein. Et ben, les Russes avaient des troupes de choc, des gens, des Mongoliens, faciès un peu, vous voyez, asiatiques, là, et ils étaient à l'avant. Et quelquefois, ils faisaient pas beaucoup de prisonniers, vous voyez ça. Ils nettoyaient le terrain. Voilà, ils nettoyaient le terrain. Vous savez, on a même dit, je ne sais pas si c'était vrai, il y avait les tirailleurs sénégalais pendant la guerre 14-18. On disait que les tirailleurs sénégalais coupaient le bout des oreilles des Allemands. Coupaient le bout des oreilles. Je ne sais pas si c'est vrai. C'était les tirailleurs sénégalais à ce moment-là qui étaient à l'avant durant la guerre 14-18. Je me souviens de la fin de la guerre parce que c'était la liesse dans le village, bien sûr, et on a été... il y avait un voisin qui avait un clairon, l'autre avait un cor de chasse, une vieille dame avait un tambour. Alors on a marché jusqu'au monument aux morts, à la commune, et on a fait les honneurs, tout ça. Et en fin de soirée, bien sûr, on allait de maison en maison, et puis on buvait un petit coup, vous voyez. Et en fin de soirée, je crois que j'étais un peu gai, vous voyez, sans être très gai. Et quand je suis arrivé au dîner, j'avais pas très faim. Donc, je crois que j'ai dû renverser la bouteille de vin rouge sur la table. Alors à ce moment-là, mon père m'a dit « Mange ta soupe et va te coucher ». Et je crois que j'ai été me coucher aussitôt. On était gais, vous savez, on buvait du vin blanc, du pinot, et on allait de maison en maison. Mais à ce moment-là, j'avais 14 ans et demi, bien sûr. Mais ça a été très chaleureux, ça. Les jours de la Libération, ça a été une liesse générale, vous voyez. On l'a vu dans les informations à Paris, ça a été formidable, hein, ça. La Libération, l'armistice, la fin de 4 années de cauchemar, hein, de 39 à 45, ça faisait presque 6 ans, hein, de guerre. Ma femme était de Jarnac, petite commune près de Cognac. C'est la ville natale de François Mitterrand, à Jarnac. Et j'ai connu ma femme à Jarnac, à l'occasion, vous savez, durant la période d'hiver, il y avait des balles de société. À l'hôtel de ville, il y avait le bal de la Croix-Rouge, le bal des employés municipaux, le bal des pompiers. Alors, j'ai connu ma femme comme ça, sur présentation de cousins qui habitaient Jarnac, qui m'avaient recommandé cette jeune fille, qui était très... Ma femme était très gentille. Elle était... c'est pas parce que c'était ma femme, elle était intelligente. Et, famille nombreuse, elle avait 4 frères et sœurs. Alors que moi, j'étais fils unique. Et alors j'ai connu ma femme là-bas, à Jarnac, et je me suis marié à Jarnac. Voilà comme j'ai connu ma femme. Oh, ben, avant ma femme, vous savez,
les petites amourettes de copines, quoi. C'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Et j'étais étroitement surveillé par... j'avais une voisine qui était à peu près de mon âge et qui allait des fois danser comme ça. Et on appelait... Il y avait des fêtes qui s'appelaient des frairies. On appelait ça des frairies en Charente. En Vendée, on appelle ça des assemblées. Ce sont des fêtes locales, vous voyez, avec différentes distractions, dont le bal. Alors on allait au bal comme ça. Et j'avais une voisine qui était à peu près de mon âge, qui allait à peu près dans les mêmes lieux, qui répétait tout à ma mère. Alors ma mère savait ce que je faisais, avec qui j'avais dansé. J'étais espionné. Vous savez, les premiers émois amoureux, on s'en rappelle. Mais ma femme était... Moi, je suis un petit bonhomme, je fais 1m60. Ma femme était beaucoup... Et on ne faisait pas un couple uni. Ma femme était beaucoup plus grande, faisait 1m71. 1m71. Et étant de famille nombreuse, elle a travaillé de bonne heure. Elle a travaillé 4 ans à la mairie de Jarnac. Et après, elle a travaillé 11 ans chez Courvoisier. Courvoisier, c'est une maison de cognac qui est située à Jarnac. Et on s'est mariés en 1958. J'étais bien mûr, j'avais 27 ans et demi, ma femme également. On s'est mariés en 1958 et j'ai réussi. J'avais un très bon protecteur à Cognac, à Saint-Brice où j'habitais. C'était le grand patron. Et j'ai réussi, grâce à lui, à faire entrer ma femme chez NC après avec moi. Parce que mon grand patron habitait Saint-Brice. C'est Kilian NC. Il s'appelait Kilian NC. Les NC sont d'origine irlandaise. Il habitait Saint-Brice, un château historique. Je pourrais vous en reparler. Un château historique. Et le 2 mai 1956, mon père travaillait déjà ouvrier chez NC. Et le 2 mai 1956, il m'a fait rentrer chez lui. Je suis rentré chez NC après mon bac, j'ai fait un stage de 3 ans dans une banque. Et je suis rentré après, le 2 mai 1956, grâce au patron, chez NC, directement à la comptabilité, vous voyez. En 1959, le grand patron m'a appelé au conseil municipal. Je suis rentré dans le conseil municipal, je suis resté 24 ans conseiller municipal. Et j'ai fini adjoint au maire. Et en 1962, grâce au patron, ma femme est entrée également dans la grande maison. NC, c'est une grande maison de cognac. On avait un concurrent qui s'appelle Martel. Mais alors, NC, à l'heure actuelle, fait partie du groupe LVMH. Alors, LVMH, ça veut dire Louis Vuitton Moet NC. Alors, Vuitton, c'est un bagagiste, maroquinier bagagiste. Moet, c'est les champagnes. Et NC, c'est le cognac. Alors, actuellement, notre groupe, sans se vanter, c'est le premier groupe mondial de luxe. C'est patronné par Bernard Arnault, qui a la 4e fortune du moet. Et alors, il a mangé Louis Vuitton, le maroquinier, NC, Moet et on a 5 maisons de champagne. On a Moet, Mercier, Ruinart, Krug, Veuve Clicquot, vous voyez, Canard Duchesne. On a Dior Couture, on a Dior Parfum, on a les montres suisses. C'est pour vous dire le groupe. C'est le premier groupe du monde de luxe. Et je vous donne un dernier détail. Quand j'étais à mon dernier mandat, j'étais maire adjoint. Et mon grand patron, Kilian NC,
était cousin de la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth Ière, la mère d'Élisabeth II. Vous savez, quand le roi George V est mort, son fils qui devait lui succéder, c'était Édouard VIII. Mais Édouard VIII n'était pas tellement porté par la royauté et il a préféré se marier avec une actrice américaine qui s'appelait Wallis Simpson, une femme divorcée, pareil, pas très sage. Et Édouard VIII, renonçant à la propriété, à la royauté, s'est marié avec cette dame. Et c'est son frère, George VI, qui a succédé à George V. Et George VI était marié avec Élisabeth Ière. Et mon grand patron, étant cousin de la reine Élisabeth Ière, est venu un jour à Saint-Brice, dans notre commune, chez son cousin. Et à ce moment-là, elle a manifesté le désir de voir le maire et les adjoints. Alors, dans la cour du château de mon patron, on a été reçus par la reine Élisabeth Ière et on a serré la main de la reine. Ça ne m'a pas empêché de dormir, mais c'est un événement marquant dans ma modeste vie. Le cognac, ça a été ma vie, hein. Ça a été ma vie, tout ce que j'ai pu gagner. On avait des salaires décents, on était bien payés. J'étais placé pour le savoir parce que j'ai fini à la DRH et je m'occupais de la paye des salariés. Et je peux vous dire, on était heureux chez Annecy. Je pense être un bon français, mais je suis solidement charentais, avec une source polonaise bien lointaine, mais je me sens charentais, j'ai peut-être un peu l'esprit charentais aussi. Oui. Mais j'aime bien la Charente, j'aime bien mon pays, j'aimais surtout mon village, mes bois, la vallée de la Charente, mes vignes. J'ai encore une place au cimetière de Saint-Brice, mais je serais heureux d'être reposé à côté de mes ancêtres, maternels, paternels, au milieu de mes voisins, dans ma commune, au milieu des bois, des vignes, et en bas de la vallée de la Charente. Je suis enraciné.